Une manifestation contre l'islamophobie est organisée dimanche à Paris. Il y a aussi l'éternel débat sur ces listes communautaires et il semblerait que le ministre de l'Intérieur veuille se pencher sur ce sujet. Et puis il y a le dispositif sur l'immigration qu'a présenté le Premier ministre hier. Et c'est avec Clémentine Autain qu'on va en parler ce matin de tous ces sujets. Clémentine Autain qui est députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Alors la gauche se divise, semble-t-il, sur cette marche contre l'islamophobie qui a été lancée pour dimanche. Il y en a qui l'ont signée mais qui n'iront pas, d'autres qui l'ont pas signée mais qui iront peut-être. On est un peu perdu. Il y a une polémique d'ailleurs à l'intérieur de la gauche. La gauche se divise. Clémentine Autain, vous l'avez signée. Est-ce que vous irez, la pétition, est-ce que vous irez à cette manifestation? J'ai signé ce texte et j'irai dimanche à la manifestation. Donc vous n'étiez pas en train de faire des gaufres comme certains, comme non, vous l'avez signé, ou vous n'avez pas piscine dimanche pour ne pas y aller? J'irai peut-être à la piscine avant, mais j'irai à la manifestation. Ni nos téléspectateurs. Mais j'irai à la manifestation très sérieusement parce Oui. que je pense que nous traversons une période dangereuse durant laquelle les musulmans sont la cible d'une haine, d'un déferlement de stigmatisation qui est insupportable et qui met en jeu les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, y compris même la question de la laïcité, qui prévoit le droit de croire ou le droit de ne pas croire. Donc face à ce torrent de violence qui s'abat sur des concitoyennes et des concitoyens qui sont également, pour la majeure partie d'entre eux, nos alliés dans la bataille contre Daesh, qui demandent souvent qu'on leur parle d'autre chose, qui ne veulent pas simplement être défendus ou être traités comme musulmans, mais simplement comme des citoyens, alors qu'ils sont aujourd'hui renvoyés à cela. Et on voit bien que le racisme contre les Arabes se manifeste aujourd'hui. Qui ne sont pas tous musulmans, les Arabes? Non, mais le racisme contre les Arabes se manifeste aujourd'hui par cette Clémentine forme Autain, il y a quand même une chose. de rejet. Il y a un racisme anti-arabe et il faut le combattre. Mais on peut aussi contester des signaux faibles ou forts adressés par une religion et on a le droit d'être contre ces signaux-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres qui est dangereux là? Moi, je crois que le mélange des genres qui est aujourd'hui dangereux, c'est progressivement la façon dont on passe de la lutte contre Daesh, contre le terrorisme, qui doit nous rassembler largement et qui nous rassemble, à les femmes voilées, c'est-à-dire qu'on arrive quasiment d'un trait, aux femmes voilées qui deviendraient quasiment des djihadistes en puissance. L'islam politique, c'est quelque chose que vous acceptez? Toutes les femmes qui portent un foulard ne défendent pas l'islam politique. J'espère au moins qu'on est d'accord avec ça. Je ne sais pas. Moi, c'est moi qui vous interviewe. Oui, mais je veux dire, il faut être juste réaliste. Ce n'est pas la réalité. Ça n'existe pas en France. Bien sûr que l'islam politique. Un islam militant, politique, qui n'est pas terroriste, toujours. Non, je suis élue de Seine-Saint-Denis, donc l'intégrisme. D'ailleurs, il y a un mouvement double. Vous savez qu'en France, il y a à la fois une très grande sécularisation de la masse des musulmans qui vivent en France, et dans le même temps, un tout petit noyau qui, lui, se radicalise et me paraît dangereux. J'ai contribué à la fermeture de la mosquée des Radars, vous savez, à Sevran. Donc je vois très très bien, et d'ailleurs les premiers à m'avoir alerté sur les prêches de cette mosquée salafiste, ce sont des musulmans. Donc aujourd'hui, on a un devoir dans la gauche, les forces progressistes, de se rassembler. Alors pourquoi pour vous être, vous divisez? Pourquoi écoutez, monsieur... Moi, je ne suis pas... Par exemple, M. Ruffin dit « moi j'ai football ». Écoutez, posez la question à M. Ruffin. Est-ce que M. Mélenchon va y aller? Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait un post... Non, je ne sais pas s'il sera présent, mais par contre, il a fait un post de blog aujourd'hui extrêmement clair pour dire pourquoi il signait et pourquoi il estimait, comme moi, à la fois dangereux ce climat, que nous avions une responsabilité à prendre notre part. Et d'ailleurs, le texte parfois est critiqué. On dit il y a tel mot qui ne va pas, on dit il y a tel signataire, mais enfin moi, il y a tel signataire qui ne convient pas, et j'en conviens. Moi, il y a des signataires avec lesquels... On va y venir. Bon, j'y reviendrai, mais avec lesquels j'ai rien à voir, etc. Mais nous avons un devoir de nous rassembler, et ce n'est pas faire défaut au principe de laïcité. Je pense que c'est au contraire être fidèle à la défense des valeurs républicaines et à l'intérieur de laquelle il y a la laïcité qui ne saurait être instrumentalisée contre une partie de la population. Après le Bataclan, Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, je défends l'idée qu'on a le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer la religion catholique, que cela fait partie de nos libertés. » Mais j'espère bien. D'accord. Alors, parmi les signataires... Mais j'espère bien. La critique de la religion, je suis désolée, elle est de droit et il est hors de question de remettre en question cela. Est-ce que la laïcité est encore une valeur de gauche ?
C'est une valeur républicaine aujourd'hui. Républicaine, mais beaucoup défendue par la gauche. Oui, mais c'est une valeur républicaine. Je tiens à cela parce que je pense que la loi de 1905 a été un compromis qui a été âprement négocié pour éviter la guerre civile, d'accord? Et que donc c'est un point d'appui fondamental qui doit nous permettre dans la période actuelle de nous rassembler pour éviter toutes sortes de périls, mais notamment le péril qui serait, faisons attention stratégiquement, hein, de aussi renvoyer des musulmans, c'est-à-dire en dehors de la République, et quelque part de les jeter dans les bras d'intégristes, et donc de ne pas être capable de favoriser cette volonté qu'ils peuvent avoir d'être là. Ils subissent les discriminations, ils subissent la haine. Il y a eu 2 lois de prise. En 2004, une loi contre le port de signes ostentatoires à l'école, et une autre en 2010 contre un voilement complet ou le fait de dissimuler, plus exactement, parce qu'il ne s'agit pas de voilement, de dissimuler son visage. Ces 2 lois, il y en a une, celle de 2004, elle a suscité la création du collectif contre, justement, l'islamophobie. Est-ce que pour vous, ce collectif est signataire de la pétition pour dimanche? Il y en a d'autres collectifs, d'ailleurs, qui sont et qui estiment que cette loi de 2004, et ça figure dans la pétition, cette loi est liberticide. Est-ce que c'est une loi liberticide? C'est une loi qui a en tout cas divisé beaucoup à gauche. Tout le monde n'était pas d'accord sur le fait de faire cette loi. Et d'ailleurs, je suis assez inquiète de voir que année après année, on traque, on veut faire des lois toujours plus contraignantes, etc. Oui. Enfin, moi, je ne sais pas où on va. Quand j'entends Marine Le Pen expliquer qu'il voudrait interdire la kippa… Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la loi 2004. Ben oui, moi, je vous parle du climat général. Parce qu'on ne peut pas parler de façon éthérée. On ne peut pas parler comme s'il n'y avait pas aujourd'hui une offensive de l'extrême droite. On ne peut pas parler sans comprendre ce climat. Il y a une offensive de l'extrême droite qui n'a jamais été favorable à la laïcité, qui est la première à manifester avec des intégristes quand ils sont d'une autre religion et pas les musulmans, et qui, du coup, eux, ont la main aujourd'hui pour agiter ce racisme. Est-ce que la loi de 2004 est une loi liberticide? Je ne le formulerai pas comme ça, mais je sais ce qu'il y a aussi derrière. À un moment donné. Derrière, ce dont je vous parle, c'est cette espèce de stigmatisation et de contrainte permanente qui vise les femmes qui portent le foulard en France. Donc vous seriez pour l'abrogation de cette loi? Non, je suis pour qu'on arrête de parler de ça. Là, je suis pour qu'on arrête cette affaire-là. Je suis pour qu'on arrête d'amplifier, d'ouvrir les plaies, les débats. On s'arrête. On se fie à la loi de 1905. Certains qui manifesteront dimanche demandent l'abrogation de cette loi. Mais vous savez que j'ai manifesté dans ma vie avec beaucoup de gens avec lesquels j'étais en profond désaccord. Vous savez, quand je suis allée à la manifestation de Charlie Hebdo, je n'étais pas très fière de manifester derrière des personnages comme Netanyahou et d'autres ministres de dictature internationale. Quand je manifestais, par exemple, pour Mireille Knoy contre l'antisémitisme, je n'étais pas très heureuse d'avoir des fachos qui me regardaient droit dans les yeux et qui me disaient « Vous, méfiez-vous, on va tuer vos enfants ». Droit dans les yeux, on me l'a dit. Et j'ai manifesté. Et j'ai manifesté parce que c'était juste pour Charlie Hebdo. Et j'ai manifesté parce que la cause de la lutte contre l'antisémitisme, elle me tient à cœur. Eh bien là, je manifesterai parce que nous devons être là. Et si nous ne sommes pas là, je vais vous dire, il y a une responsabilité de la gauche, Monsieur Tréhard. C'est que si on se retrouve avec ce texte qui est discuté, ou des signataires qui peuvent être discutés également, contestables, ou bien sûr, ou même des présences de gens. Les frères musulmans, paraît-il, ont appelé cette manifestation. Franchement, je vous assure, je n'ai rien à voir avec les frères musulmans. Mais rien. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et je combats l'islam politique. Mais je serai dans cette manifestation et j'appelle à ce que les forces progressistes et les personnalités y soient les plus nombreuses possibles parce que c'est nous qui donnerons le là. Et si nous avions été capables d'avoir une réunion, un texte, toutes ces forces progressistes pour prendre la main là-dessus, vous trouvez que c'est une force progressiste, le collectif contre l'islamophobie, qui demande l'abrogation de la loi de 2004 ? Vous ne m'écoutez pas. Je vous dis que le combat contre la haine des musulmans aujourd'hui est un combat progressiste qui concerne notre famille. On a déjà et qui la rassemble en réalité. On a déjà eu l'exemple. Et qui la rassemble. On a eu l'exemple avec des cris ou plutôt des slogans antisémites, antisionistes, ça existe. Qu'est-ce que vous faites si c'est comme ça? Il y a de l'antisionisme aussi parmi ces collectifs. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous pour mélanger antisémitisme et antisionisme. D'accord. Faisons un peu attention. Non, mais genre qu'on est très précautionneux quand c'est islamophobie. Je connais le problème par cœur, mais vous savez qu'il y a certains députés sur les bancs de l'Assemblée nationale qui réclament à ce que l'antisionisme
soit assimilé à l'antisémitisme. Oui, je trouve ça assez grave. C'est pas le sujet. Ah ouais, mais le sujet, est-ce que s'il y a des des slogans antisionistes pendant cette manifestation. Monsieur Tréhard, je suis une femme libre, je suis une femme de conviction. Et si j'entends des slogans... de ça bien sûr, bien sûr. Je n'accepte pas les slogans antisémites. Mais comme je n'accepte pas, je veux dire, dans plein de manifestations, voire certains textes, je signe le texte pour une cause, sur les bases qui sont les miennes, qui sont les nôtres, et c'est ça qui importe. Et je veux dire, si est-ce que c'est un rapport de force comprenez que si nous, on n'est pas là, si nous, on dit, bon, bah, attention, attention, parce que, etc., et qu'on abandonne ça, alors on laisse aux frères musulmans le monopole de la lutte contre ce qui est bien, ce déferlement anti-musulman. Est-ce que c'est une affaire de dominant et de dominé? Est-ce que les gens qui souffrent de racisme, évidemment, mais aussi de discrimination, qui sont voilés, qui portent des abayas, tout ça, est-ce que c'est un rapport de force entre dominé et dominant? C'est un dominé et dominant. Oui, il y a une partie riche et pauvre. Bien sûr qu'il y a une part qui relève de ça. Comment vous expliquez alors que l'islamisme, pour le coup, pas l'islam, soit largement alimenté par l'Arabie Saoudite ou l'Iran? Et alors? C'est pas contradictoire? Ce ne sont pas des dominés. Ce ne sont pas des dominants. Ce sont des dominants, ce ne sont pas des dominés. Oui, alors, attention, parce que là, on passe de, par exemple, moi je vois à Sevran, Villepinte et Tremblay, moi je suis élue de Seine-Saint-Denis, donc je parle très régulièrement avec des femmes qui portent un foulard, et je peux dire d'ailleurs à quel point elles ne mettent pas toutes la même chose dans ce foulard, qui d'ailleurs, permettez-moi de faire cette insiste, parce que je trouve qu'il y a un débat qui se mélange beaucoup, c'est que tantôt on nous dit c'est un problème de laïcité, tantôt on nous dit c'est un problème d'émancipation des femmes. Donc il faut bien, à mon avis, faire attention à ce qu'on met en avant, parce que quand j'entends la droite et l'extrême droite avoir des poussées féministes incroyables dès lors qu'il s'agit du foulard, et que pour le reste des causes, évidemment, il n'y a plus personne, voire même on peut être dans la manif pour tous et ça ne pose pas de problème d'un point de vue, là, justement, des revendications émancipatrices. Je dis attention à l'utilisation de cet argument, et y compris de la stratégie. Si on pense que ce foulard est un signe d'aliénation, est-ce que vous croyez sincèrement que c'est par cette espèce de flambée démente que même on pourrait arriver à l'objectif qu'elles aient envie de l'enlever? Moi, j'observe l'inverse. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on a ce débat-là, et l'effet, à mon avis, produit est un effet d'exclusion et non pas d'inclusion. Alors, il y a un autre sujet, c'est celui des listes dites communautaires. Des députés s'en inquiètent, notamment un sénateur parlementaire qui s'appelle M. Retailleau, qui va être reçu d'ailleurs prochainement avec Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, par M. Castaner, le ministre de l'Intérieur. Ces listes communautaires, est-ce qu'il faut les redouter? Est-ce qu'il faut les craindre? Est-ce que c'est la porte ouverte à un communautarisme qui est dénoncé par chacun ici en France? Oui, alors moi je ne sais pas, je voudrais savoir exactement c'est quoi ces listes, parce que si on veut faire une loi... de Seine-Saint-Denis, on dit que il y a certaines villes de Seine-Saint-Denis qui sont concernées. Oui, mais de quoi parle-t-on? Là encore, faisons très attention. Je vous pose la question. Ben justement, de quoi parlons-on? Non, mais là, je leur renvoie la question. Moi, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Est-ce que c'est des listes, par exemple, de personnes qui se sentent non représentées dans le monde politique, qui est quand même, il faut dire les choses, très blanc, très masculin aussi encore, etc. Et de dire à un moment donné, on n'est pas pris au sérieux, donc on va faire nos listes pour dire que, voilà, la Seine-Saint-Denis... Mais vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit de listes notamment... C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il s'agit de ça ou est-ce qu'il s'agit de listes alimentées... Une fédération de musulmans de France. Par un islam politique qui serait derrière, et dans ce cas-là, il faut mener la bataille politique, mais faisons quand même un petit peu attention, parce que si on ouvre la boîte de Pandore de la loi, ça peut aller très loin. Qu'est-ce qu'on fait de partis qui se disent chrétiens, y compris dans leur intitulé? Un parti démocrate musulman, ça vous gênerait? Non, mais un parti démocrate chrétien, ça vous gênerait, monsieur? Non, mais je vous pose la question. Moi, je vous pose aussi la question. Ça existe, ça. Donc vous voyez comme les choses sont complexes dès lors qu'on va vouloir légiférer. Et c'est pour ça que je reviens sur la question de la législation, c'est que quand on réouvre la boîte de Pandore, par exemple, sur les femmes qui accompagnent dans les sorties scolaires, vous voyez, je ne crois pas que ça apaise. Je ne crois pas que ce soit de nature à faire bien appliquer l'esprit de la loi sur la laïcité. Je ne crois pas que ça apaise. Et là, on est dans un état où si on continue comme ça, on va vers la guerre civile. Donc moi, je dis, faisons attention. On va vers la guerre civile si le débat s'enflamme? Mais il est en train de s'enflammer. Il est inquiétant.
moi, je vous le dis franchement, il est inquiétant. Et en allant à cette et ceux à qui aujourd'hui, vous ne contribuez pas à ça? Ben non, moi je crois que c'est l'inverse, c'est que je pense que nous avons trop tardé à dire ça suffit. Maintenant, ça suffit. Et pour l'instant, ce débat y grimpe et ceux qui en profitent, c'est l'extrême droite parce qu'on va sur le terrain de l'extrême droite, ce qui est la même chose avec l'immigration. Hein. Donc moi je dis que nous avons maintenant besoin de nous fédérer dans le camp progressiste, à le dire avec nos mots, avec nos termes, qui évidemment intègrent pleinement l'esprit de la loi de 1905, et moi j'y suis très attachée, mais qui est tout aussi ferme pour dire qu'il y en a ras-le-bol de ce débat sur le foulard qui prend une place complètement dingue. Vous vous rendez compte là ? Fédérations et des collectifs qui ne sont pas nécessairement progressistes. Non mais je ne vous parle pas d'une alliance, on n'est pas dans une alliance. Non mais vous allez manifester à leur côté. Mais oui, comme j'ai manifesté aux côtés de bien de gens, de fachos, même parfois le 1er mai. Voilà, ça c'est... Vous n'avez jamais été à la manifestation de Jeanne d'Arc quand même. Non, mais enfin dans d'autres manifestations, il m'est arrivé de me retrouver en effet pas très loin de fachos avec lesquels je ne partage strictement rien. Donc ça c'est des questions. Mais dire qu'on pourrait être, nous, suspects de ne pas être clairs dans nos relations avec l'islam politique, franchement, c'est indécent de nous faire ce procès, c'est indécent. Et donc je dis, allons-y maintenant, portons le fer, parce que sinon c'est l'extrême droite qui va être aux manettes. Et vous vous rendez compte, pendant ce temps-là, il y a la réforme du chômage qui vient d'être mise en œuvre, dramatique pour des millions de gens. Pendant ce temps-là, vous avez une grève qui se prépare, on n'en a pas parlé. Pendant ce temps-là, vous avez le rapport du Secours catholique qui nous explique que les pauvres explosent, la pauvreté explose. Je veux juste dire que cette place du débat est dingue. Vous manifesterez sous une bannière La France Insoumise? Je ne sais pas si on y va avec des bannières comme ça. Voilà, moi j'y vais avec tout ce que je suis, comme députée aussi de Seine-Saint-Denis, d'un territoire. Vous ne serez pas tous les députés de la France Insoumise ne seront pas là. Donc, tous les députés de la France Insoumise ont signé ce texte. Ouais. Voilà. Certains le regrettent. Philippe Martinez a signé ce texte. La LDH a signé ce texte. Benoît Hamon a signé ce texte. Je veux dire, Elsa Fossillon, ma collègue communiste, a signé ce texte. Beaucoup de responsables politiques pensent, au-delà des débats passés où on a pu parfois, si vous voulez, s'opposer, pensent que là, l'heure est suffisamment grave pour qu'on prenne l'offensive sur ce sujet. Clémentine Autain est avec nous ce matin dans les studios du Figaro et on continue avec Julie Coulon-Profisi pour poser vos questions, chers internautes. Julie, qui apparaît à l'écran, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Alors on commence avec un constat très péjoratif de Hussard sur Twitter qui dit « Toutes ces villes de banlieue, aux mains des communistes depuis 30 ans et d'autres partis d'extrême gauche d'ailleurs, sont des ramassis de misère, de clientélisme et d'islamisation. » Donc qu'est-ce que vous répondez à ce constat qui est très sombre? Le constat d'abord, il est que ce qu'on appelait la banlieue rouge est lié au fait que le Parti communiste pendant longtemps a été justement un vecteur et un porte-voix du monde populaire, et qu'aujourd'hui, le monde populaire, il est métissé. Il a aussi une coloration qui n'est pas celle des années 50 ou 60. Donc, moi, en tout cas, comme élue d'une gauche franche, je suis fière de représenter un territoire populaire. À ce propos, il y a même pas la question Hervé Algala-Rondeau, qui est un de nos confrères, qui était longtemps au Nouvel Observateur, avait écrit un livre fameux il y a quelques années en disant « Le problème de la gauche, c'est qu'elle a vieux débat qui avait d'ailleurs été initié par Terra Nova, vous vous souvenez, hein, ouais. Alors, c'est un débat complètement mal posé à mon sens, parce que, bien entendu, qu'il ne faut pas abandonner les classes populaires. Enfin, je veux dire, c'est quand même notre raison d'être. C'est la défense de celles et ceux qui sont exploités et dominés. Mais attendez, vous allez voir ce que je pense. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le prolétariat contemporain, c'est quoi? C'est les femmes de chambre qui sont exploitées dans les hôtels, ce sont les travailleurs du bâtiment sans papier qui sont super exploités, ce sont justement ceux dont on parlait tout à l'heure aujourd'hui qui sont musulmans et sont discriminés et sont aussi partie prenante de ce monde populaire. Donc l'idée qu'il faudrait choisir entre défendre le monde populaire ou défendre les droits des femmes ou les droits des migrants ou la question du racisme, pour moi, il n'y a strictement pas à choisir. Au contraire, les questions sont terriblement imbriquées.
Même si le droit des femmes n'est évidemment pas le droit d'une minorité. Non, Julie. c'est sûr. Donc vous l'avez abordé juste à l'instant, le Secours catholique a sorti son état des lieux annuel sur la pauvreté. Ce qui ressort, c'est qu'elle s'ancre davantage dans la classe moyenne et dans les classes populaires et chez les familles déjà sous le seuil de pauvreté. Et donc c'est Thierry qui dit « Il est là le combat pour lequel tous les politiques de gauche devraient marcher et pas seulement le 10 novembre ». Donc il fait le rapport avec la manifestation du 10 novembre. Qu'est-ce que vous faites, vous, en Seine-Saint-Denis, pour lutter concrètement contre la pauvreté ? D'abord, je mène une bataille, pas seule, mais très collective en Seine-Saint-Denis. Peut-être l'avez-vous vu passer. Il se trouve qu'un rapport parlementaire a mis en avant le fait que l'État, depuis des décennies, sous-investit en Seine-Saint-Denis de telle sorte qu'il y a une rupture d'égalité. C'est-à-dire qu'indépendamment de la population de Seine-Saint-Denis, particulièrement fragile et en difficulté sociale, l'État donne moins d'argent en Seine-Saint-Denis que dans les autres départements. Et ça fait des décennies que ça dure. Donc moi, j'ai pris une initiative avec des collègues qui, y compris, sont de droite, hein, c'est-à-dire le sénateur Dallier, mon collègue communiste Stéphane Peu, et nous avons appelé à une mobilisation républicaine pour interpeller l'État sur cette rupture d'égalité. Donc c'est aussi une façon de répondre au mal-être de tous les personnels des services publics aujourd'hui, et donc de dire à l'État, si ça ne marche pas en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas parce qu'on donne plein d'argent et que ça ne fonctionne pas. C'est qu'au contraire, on a moins de services publics, on a moins d'aide, on a un département qui est sous l'eau parce qu'il n'arrive pas à faire face à la demande de RSA et qui n'est pas compensée par l'État. Et donc, il y a un défaut de l'État. Et vous avez vu que le Premier ministre est venu la semaine dernière. Alors justement, ça sert à quoi ça ? Est-ce que vous étiez favorable à cette venue ? J'imagine que vous étiez là. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Oui, d'abord. Est-ce que c'est suivi des faits ? Alors, d'abord, moi, je suis contente, c'est que le rapport, on ne l'a pas mis sur une étagère, il n'est pas resté dans la poussière. On a mené la bagarre, on a pris des initiatives, on a rencontré le Premier ministre conjointement, et on a dit maintenant, il faut dire des choses. Il est venu, il a fait des annonces. Bon, moi, je pense qu'elles sont décevantes, ces annonces, parce que notamment, nous demandions un plan pluriannuel pour que justement cette rupture d'égalité puisse être comblée. Ça ne peut pas se faire en une mesure ou même 20 mesures sur un an. C'est quelque chose qui demande une montée en puissance. Elle n'est pas prévue aujourd'hui par le gouvernement. Néanmoins, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Il y a des éléments dans ce plan et il faut les prendre. Alors, parfois, c'était des annonces passées, comme par exemple la réflexion du tribunal qui est dans un état effroyable, le tribunal de Bobigny. Il était vraiment temps. Ou moi, je vois à l'hôpital Robert Ballanger, on nous réannonce qu'on va rénover le service des urgences à la bonne heure. Donc, il y avait des choses qui étaient déjà là. Il y a des mesures qui sont des pistes, mais on ne sait pas très bien qui elles vont concerner. La prime de 10 000 €, par exemple, qui est annoncée pour les fonctionnaires. C'est une idée. Voilà, c'est une idée. Alors, les gens qui travaillent en Seine-Saint-Denis, ils ont d'abord envie de travailler dans des conditions correctes. Ils ont envie de pouvoir faire leur métier correctement. C'est ça leur première demande. Bon, en même temps, vu le niveau des salaires des enseignants, par exemple, je pense que cette prime est bienvenue. Mais les personnels hospitaliers de Seine-Saint-Denis risquent d'en être écartés. Donc, on ne sait pas encore tout. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la mobilisation conjointe, transpartisane qu'on a initiée, on va continuer à la mener. Et de l'autre côté, nous menons, avec le groupe de la France Insoumise et d'autres sur les bancs de la gauche à l'Assemblée nationale, une bataille de chiens, là pour le budget, mais plus globalement contre l'austérité, contre les mesures iniques où on voit que 3 milliards sont donnés par le biais de l'ISF, 40 milliards sont donnés par le biais du CICE aux grands de ce monde et que pendant ce temps-là, on va racketter sur les APL, sur la réforme du chômage. Vous vous rendez compte que les 7% du bas de l'échelle de ceux qui touchent les indemnités chômage vont voir leurs droits divisés par 2. C'est considérable. C'est des millions de personnes qui sont concernées par ce moins 10 ans. Et une trappe à pauvreté, parce que s'ils sortent de ces indemnisations, ça veut dire qu'ils vont être dans des situations plus précaires et basculer dans la pauvreté. Dernière toute petite question. Alors, une réponse très brève, parce qu'on a dépassé le temps. Donc une dernière toute petite question de Bertrand sur Twitter, qui aimerait savoir quelles sont vos propositions, notamment en Seine-Saint-Denis, en matière de handicap. C'est une bonne question, très très bonne question. Parce que, alors il n'y a pas une réponse simple, parce que d'abord il y a plusieurs formes de handicap. Là, la dernière fois que je m'en suis occupée, figurez-vous, c'est une bataille un peu au long cours, c'est sur les AVS. C'est dramatique, on a une situation en Seine-Saint-Denis qui est infiniment plus dure. Non, mais il faut le dire. Mais moi, ça me crève le cœur quand je revois. J'ai reçu une maman d'un autiste. Alors, AVS, dire ce que c'est les accompagnants. Exactement. Exactement. Et j'ai reçu il y a 10 jours une maman qui avait un enfant autiste et qui me racontait qu'elle n'avait plus qu'une demi-journée de classe
Donc ça veut dire que tout le reste du temps, elle a son enfant et l'institution n'est pas capable d'inclure. Donc là, je pense qu'on a énormément de travail. Parce que la France Mais il n'y a pas que la question des AVS et de l'école. C'est-à-dire que l'action du handicap, elle est transversale à l'ensemble des politiques publiques et oui, il faut s'en occuper. Merci Clémentine Autain, merci d'avoir répondu à toutes nos questions sans exclusive. Merci Julie Coulomb-Profisi. Merci à vous. Merci, l'écho des internautes de ce matin. Et puis à demain, si vous le voulez bien.